Stéphane, bonjour. Merci de nous Bonjour. recevoir aujourd'hui dans ta maison. Alors, nous allons aujourd'hui parler de la haute couture avec Stéphane Roland qui fête aujourd'hui ses 10 ans de carrière. 10 ans de carrière, 10 ans de maison. 10 ans de maison, carrière, tout à fait. J'aurais aimé avoir 10 ans de carrière, malheureusement j'ai beaucoup plus que 10 ans de carrière. Alors Stéphane, justement, je voulais te poser une question très simple. Pierre Berger, dans un quotidien canadien qui date de 2014, Sans venir à la question. annonçait, Ouais. n'en déplaise au créateur, la haute couture est un art mort et qui n'a plus de viabilité. La haute couture a accompagné un art de vivre, cet art de vivre a disparu. Ceux qui croient que la haute couture existe aujourd'hui se trompent. Je vais vous dire qui a tout compris à la mode aujourd'hui. Je n'ai aucune action dans sa compagnie, c'est Zara et H&M. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il a en partie raison. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, la haute couture telle qu'elle était dans les années 60, 70, avant et même dans les années 80, n'a plus lieu d'être. C'est une nouvelle haute couture, mais c'est quand même de la haute couture. Mais il faut arrêter de comparer avec le passé. On évolue et les techniques évoluent. Nous-mêmes, nous évoluons chaque jour. Ce qui est juste une année ne l'est pas forcément l'année d'après. Donc, il faut jamais rien figer complètement. La haute couture n'a jamais été aussi florissante ces dernières années que maintenant. Il y a eu une période où, en effet, l'intrusion, la création de plein de marques dans la grande distribution ont fait qu'en effet, on était en droit de se poser des questions, mais ça n'a jamais tué le marché de la haute couture. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, il expliquait dans cet article que ce sont les circuits courts qui sont privilégiés. Oui. Donc la mode, c'était complètement démocratisé. Les expositions de haute couture dans les musées, c'est comme regarder une exposition d'égyptologie. Non, c'est faux. Voilà. C'est faux. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de prouesses techniques qu'aujourd'hui. John Galliano l'a prouvé chez Dior pendant des années. Il avait renouvelé complètement la clientèle haute couture. Il y a eu, c'est vrai, la grande époque des noms parisiens. Et il y a eu un moment où la haute couture s'est un peu essoufflée. Mais je pense que c'était plus en termes d'image. Ça devenait un peu ronronnant. C'était une vieille dame. ringard, non ? Ringard, peut-être pour certains. Mais voilà, c'était vieillissant. Puis il y avait aussi peut-être Mais des créateurs. vieillissant ne veut pas dire mort. Oui, mais il y avait peut-être aussi des créateurs qui avaient créé ces maisons, qui avaient vieilli et qui avaient peut-être pas su Absolument. laisser la main non plus. Voilà, tout à fait. Il y a eu aussi des changements de designers qui n'étaient pas forcément le meilleur choix. Il y a eu des erreurs. Bon. Et les anglo-saxons sont arrivés, ça a bougé, il y a eu un 109, etc. En même temps, il y a eu des crises économiques. Madoff est arrivé. Oui. Il y a eu quand même un bouleversement mondial. Bon, et la haute couture s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Tout à fait. Mais différemment. Le mode de vie qui existait à une époque où une femme se levait le matin avec un pyjama haute couture, allait à ses premiers rendez-vous, coiffeur, manucure, etc., dans une robe de matin. Ensuite revenait pour se changer, pour avoir son tailleur de déjeuner. Il y avait 4, 5, 6 tenues par jour. Les femmes allaient dans les années 30, 40 chez leur couturière, chez le couturier, pour programmer à l'avance les tenues de toute la semaine. Donc c'était des très grosses commandes. Aujourd'hui, elles trouvent la même chose chez Zara, avec des robes qui sont ravissantes, on a un choix incroyable, un joli pantalon, une jolie chemise, et on est paré pour la saison. Donc à l'époque, il n'y avait pas tellement de choix. Chaque femme avait sa couturière, son couturier de quartier, ou sa maison de couture selon leurs moyens. Aujourd'hui, elles ont tout à disposition. Donc la haute couture ne s'adresse qu'à une clientèle privilégiée, ultra privilégiée, mais pour des moments d'exception. Alors on en parlera plus tard de Je parle la trop, clientèle. c'est ça. Non, c'est très bien, tu dis des choses très intéressantes comme d'habitude. Je voulais te poser une question, Stéphane. Ouais. Aujourd'hui, c'était 10 ans. 10 ans, c'est quand même énorme dans ce milieu où quand même l'éphémère règne, Ouais. où il y a une
succession de designers à la tête des maisons qui est encore plus rapide qu'un Grand Prix de Formule 1. Une saison, on ne sait plus qui est à la tête des maisons aujourd'hui. Donc 10 ans, ça veut dire que c'est une maison qui est solide, qui est ancrée dans le passé, dans le présent et surtout dans le futur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience? Quel est ton parcours? Comment tu es arrivé à la haute couture? On va pas faire on va pas. On va pas commencer. Synthétise-nous un petit peu ton parcours en disant comment tu es arrivé à vouloir faire de la haute couture. Tu aurais pu faire du prêt-à-porter. Bizarrement, mais j'ai commencé par faire du prêt-à-porter. Oui. Parce que bizarrement, j'avais une telle admiration pour les couturiers que quand j'étais gosse, je découpais les pages de Jour de France, je regardais les bouquins, etc. J'étais passionné par ce que je voyais. Et je me disais, je me mettais en retrait, je me disais, mais ça c'est le Graal. Je ne pourrais jamais y toucher. En fait, je m'interdisais, comment expliquer? C'était tellement sacré pour moi que je m'interdisais d'y toucher. Et c'était mon premier atelier, Renaud Poiret, à l'époque. Donc j'avais 25 ans quand j'ai monté ma première maison. Et je dis, je vais lancer mon prêt-à-porter, ma prêt-à-porter de luxe. Et il me regarde travailler. On avait fait nos études ensemble, donc on était de la même génération. Et lui, il avait des mains en or. Il me comprenait complètement. Il savait parfaitement analyser mes croquis. Et il me dit, tu sais, je pense que tu fais une grosse erreur. Il regarde tes robes. Il me dit, c'est pas du prêt-à-porter, tu es fait pour la haute couture. Moi, je dis, mais non, j'ai pas envie de faire de la haute couture. En fait, c'est parce que je ne connaissais pas véritablement les fonctionnements et que j'avais peur. Donc, je me le suis interdit pendant quelques temps. Et la maison Scherrer, à l'époque, cherchait un couturier. Et c'est là où nous nous sommes rencontrés. Et donc, il y avait chez Jean-Louis Scherrer, qui a été, je le dis pour toute la nouvelle génération qui nous regarde, qui nous écoute aujourd'hui, Jean-Louis Scherrer a été l'un des plus grands noms de la haute couture dans les années 80. Alors je te remercie de dire ça parce qu'un petit peu Jean-Louis Scherrer est un peu passé à la trappe. On parle toujours de Dior, on parle même de Balenciaga, mais Jean-Louis Scherrer c'est resté un peu... Parce que le nom est aujourd'hui malheureusement, abîmé. Le nom a été très abîmé et le nom est un peu mort. Donc oui. Malheureusement, mais ça a été un très grand nom dans les années 80. C'était le couturier de Madame Giscard d'Estaing. Mais en dehors de ça, c'était une grande maison. Il y a eu des parfums incroyables. Il y a eu des licences dans le monde qui étaient hallucinantes. C'était pour moi, à l'époque, enfin, c'est même pas pour moi, c'était même économiquement une des 3 maisons françaises. Tout à fait. Il y avait, en haute couture, bon, on va dire 4. Il y avait Dior, Chanel, Saint-Laurent, Jean-Louis Scherrer. Et Ungaro. Mais Ungaro est arrivé après pour moi. Mais Jean-Louis Scherrer, c'était énorme. Et bref, donc l'histoire rapidement, Jean-Louis Scherrer se vend son nom à un groupe japonais. Il se fait licencier de sa boîte. Il était déjà avant-garde. Il était avant-garde. Ouais. Il était avant-garde. Et il y a eu une succession de designers et j'ai été le dernier. Voilà. Oui. Donc, tu restais combien de temps chez Jean-Louis Scherrer? 10 ans. 10 ans. Ouais. Donc toi, c'est des tranches de 10 ans. Moi, je sais pas pourquoi. C'est des décades comme ça. Bien. Je signe à chaque fois pour 10 ans. Et c'est des chapitres. En fait, c'est ça. Ce sont des beaux chapitres. Ce sont des jolis chapitres. Et donc, c'est là où j'ai touché à la haute couture. Parce que je me l'interdisais avant. Là, je me suis dit, oulala, ils veulent vraiment que je signe pour prendre les rênes de la maison. Je vais arriver chez Jean-Louis Scherrer, je n'ai pas d'expérience en haute couture, qu'est-ce que je fais? Si tu avais déjà eu un début d'expérience avec ta propre marque. Exactement. Déjà. En fin de compte, je n'étais pas conscient que j'étais déjà en train de faire de la haute couture sous mon nom. Et je signe avec Scherrer et on reconstruit le nom pendant 10 ans et on fait un chiffre incroyable en haute couture. Jean-Louis Scherrer redevient une grande maison de luxe. Et au bout de 10 ans, avec des hauts et des bas dans la maison, des batailles internes, j'ai décidé de partir. Voilà. Donc quand tu quittes Scherrer, Quand je quitte Scherrer, je décide de reprendre mon envol et de remonter ma maison. Parce qu'à chaque fois quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Il vaut mieux. Donc là, je savais même pas ce que j'allais faire le lendemain. Je me rappelle que je me suis levé un matin, j'ai dit c'est terminé. J'ai quitté la maison Scherrer et je me lui suis laissé un mois
Et au bout du mois, Alors, je montais ma société. Je vais te poser une question. Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était déjà dans ta tête, de toute manière, quand tu étais chez Jean-Louis Scherrer? Tu savais très bien que tu n'allais pas rester pendant 20 ans chez Jean-Louis Scherrer. Je pense qu'inconsciemment, c'était dans ma tête. Ouais. Voilà. Ouais. Donc ça a été le déclencheur. Parce que j'ai toujours été très indépendant et qu'à un moment, je me suis dit, mais mon Dieu, tous ces gros financiers, tous ces hommes d'affaires qui rentrent dans les boîtes et qui comprennent pas ce qu'est Qui le n'ont pas de luxe, vision qui n'ont pas de vision ou qui n'ont pas la bonne vision en tout cas, ou qui croient avoir une vision mais qui n'ont pas forcément la bonne. J'étais un peu fatigué de tout ça et je me suis dit, je veux qu'on me foute la paix et même si c'est dur d'être indépendant, je préfère quand même l'être. Et voilà, ça a été mon choix. Donc j'ai ouvert cette maison en 2007, au moment où démarrait la crise, la crise financière que nous connaissons. Et là, je me suis dit, tu es complètement fou. Et mais je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Je pense que ce sont des périodes justement de forte turbulence qu'on peut où là il faut agir. Tout à fait. Si on commence à se terrer dans la torpeur parce que mon Dieu c'est dramatique tout ce qui se passe, etc., on est foutu. D'accord. Quand il y a une vague, vous savez ce qu'il faut faire pour éviter la vague, il faut Surfer. plonger à l'intérieur de la vague pour mieux en ressortir. Si on suit le mouvement de la vague, on est mort. Bon, alors on a une leçon de surf avec Stéphane, c'est pas mal. Alors je voulais justement parler de haute couture, mais qu'est-ce que c'est vraiment la haute couture? Parce que c'est quelque chose qui est... les gens qui vont écouter ton interview se disent, mais quelle est la différence entre la haute couture ou un prêt-à-porter de luxe ou un prêt-à-porter? C'est quand même des codes particuliers, un processus de création particulier, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, nous synthétiser un petit peu ce que c'est que ce processus de création de la haute couture et ses codes? Alors, avant de parler du processus, pour comprendre l'importance de la haute couture, en dehors du fait, parce qu'il y a plein de facteurs qui décrivent la haute couture, mais plein, et qui prouvent que c'est un secteur qui est en pleine ébullition. C'est d'abord une philosophie. Oui. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de porter de la haute couture. On est très bien en jean et t-shirt, et puis on trouve aujourd'hui des robes du soir très mignonnes à 200 €. Donc, la haute couture n'est pas une fin en soi. Mais, c'est on travaille l'enveloppe comme un psychiatre va travailler l'intérieur. C'est-à-dire que la haute couture permet la réalisation de soi-même. La finalité. Un petit peu. C'est-à-dire qu'on fait des robes où les femmes peuvent se reconnaître et qui sont des pièces uniques qui d'abord ça amène le rêve, mais surtout c'est un tissu qui va être choisi pour une femme. La femme qui va venir dans mon salon va avoir une création qui va être exclusivement faite pour elle. Donc ça va être une pièce unique. Ce qu'il faut expliquer, c'est que chaque robe est exclusive. Chaque robe est exclusive par pays. C'est-à-dire que votre épouse vient pour choisir une robe, elle est française, il y aura une seule française qui aura cette robe. Une seule française qui aura cette robe. Il peut y avoir deux robes. Non, il n'y aura jamais deux robes. Mais même, je m'interdis même de faire la même robe dans deux couleurs différentes. D'accord. C'est-à-dire que le numéro 3 de la collection, si Madame X vient et commande française et commande le numéro 3, elle a le numéro 3, personne d'autre peut l'avoir. Le numéro 3 est mort pour la France. Le numéro 3 est une seule pièce pour la France. Okay. Voilà. Donc, il y a ce principe d'exclusivité. Je pense que les hommes peuvent comprendre, tous ceux qui sont allés une seule fois ou qui ont l'habitude d'aller chez un tailleur, les Anglais qui vont à Savile Row pour s'habiller en sur-mesure peuvent comprendre. Et c'est très difficile de revenir en arrière, après, quand on a une veste et un pantalon sur mesure. Je l'ai ressenti quand j'avais fait ma première collection haute couture pour hommes chez Jean-Louis Scherrer. Oui. À un moment, j'ai demandé pour saluer à la fin du défilé, est-ce que mon tailleur me fasse une veste et un pantalon sur moi. Et là, j'ai compris encore plus ce que pouvaient ressentir les femmes. C'est-à-dire, vous choisissez la doublure, la couleur, le fitting, etc. C'est une deuxième peau
Et voilà, ça fait complètement partie de Mais vous. qui n'appartient qu'à toi. Et qui n'appartient qu'à moi. Exactement. Voilà. Et qui n'appartient qu'à moi. Donc c'est un sentiment très particulier. Et de confort, c'est le luxe suprême, le raffinement suprême. Jusque dans les moindres détails. Alors, quand on le porte, on le sent quand on le porte. D'accord. Alors par rapport à ça, tu peux nous expliquer un peu ton processus créatif? Alors le processus. Comment naît une collection? Comment est née ta Alors, dernière collection, par exemple? Alors, il y a deux processus créatifs. Il y a le processus de création de collection, Ouais. et ensuite il y a mes clientes. D'accord. Ce sont deux cas de figure différents. C'est-à-dire qu'il y a deux collections? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que une cliente vient me voir Ouais. après le défilé Pour un modèle. pour un modèle ou pour une création. C'est-à-dire, elle va te dire, j'aime ce modèle-là. Mais Est-ce que vous pouvez me le faire? Parce que regardez, j'ai telle partie de mon corps qui va pas, etc. D'accord. Donc, Comment vous pouvez réadapter? Ou alors, j'aime rien, mais j'adore votre style. et Est-ce j'aimerais que vous quelque pouvez chose de- créer quelque chose D'accord. de particulier pour moi? Donc tu crées parce que pour certaines personnes, la haute couture, c'est 2 moments dans l'année. C'est en janvier et en juillet. Tu crées toute l'année, toi. Je crée toute l'année. D'accord. Donc, oui, c'est non-stop. Moi, Voilà, c'est ça. j'ai Parce que ça, c'est important. j'ai parce pas que de saison, je les, suis non-stop. les gens pensent que il y a une création de haute couture, on vend cette collection et on passe à une autre. Non, Non. pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'accord. Alors, on va commencer dans l'ordre pour expliquer comment ça se Oui. passe. Je crée généralement, je commence à gamberger sur la collection à peu près 2 mois avant. Mhm. Donc là, on a présenté au mois de juillet, donc j'ai commencé à fonctionner dans ma tête à peu près vers le mois de mai, début mai. Je savais que début mai, il fallait que je commence déjà à commander quelques tissus, etc., pour être dans un bon timing. Généralement, j'ai un mois et demi de préparation, plein. Je l'ai fait à moi. Oui, je me Donc souviens. au début, voilà, tu cherches les idées. Et alors, il y a des phases, mais comme un écrivain à l'angoisse de la page blanche, la phrase est connue, ben nous on a exactement la même, c'est-à-dire que moi c'est par vague. Il y a un moment, je vais avoir un input. Alors mes assistants travaillent sur des recherches de matière, des collaborations avec des artistes. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé parce que je trouve qu'il y a un enrichissement incroyable à collaborer avec des gens de talent. Et je regarde, je regarde les dernières expositions, je regarde dans le passé aussi. J'ai toujours des archives de Balenciaga dans ma tête. Balenciaga est un nom récurrent pour moi. Ton style se rapproche quand même. C'est beaucoup d'architecture, beaucoup de coupes. Oui, c'est très architectural. Oui, c'est très architectural. Après, je veux pas mettre Non, pas des comparer, noms mais bon, sur. il y a des grandes familles qui se créent. à un moment donné, la philosophie de Balenciaga te touche. me touche particulièrement. Et en début de saison, à chaque fois, je me replonge dans son travail. C'est comme un rituel. C'est D'accord. presque religieux. D'ailleurs, c'était quelqu'un de très religieux, Cristobal. Et je rentre là-dedans, et là, je me mets dans un processus créatif. Après, le processus créatif, il va évoluer énormément. Ça peut être des inspirations autour d'un film, autour d'une musique, mais généralement, c'est souvent, pour ma part, autour de l'architecture, de l'art, oui, il y a toujours des sculpteurs qui m'attirent, parfois souvent qui reviennent, comme Zaha Hadid pendant très longtemps est resté dans un coin de ma tête. Là, la dernière collection, il y a eu des sculpteurs américains et anglais qui m'ont inspiré. Voilà, il y a des noms comme ça que je trouve ou que j'ai connu à une époque et qui ressortent 10 ans après, parce que c'est arrivé à maturation dans ma tête. Voilà, il n'y a pas de recette, mais je commence à créer un mouvement. Et pour moi, le mouvement, c'est la clé. C'est-à-dire qu'une robe est réussie que lorsqu'il y a une générosité dans le trait. Et je m'entraîne, je pars avec j'ai mon poignet qui se Comme un délie. peintre. Comme un peintre, exactement. Et commence le premier croquis, le premier mouvement. C'est comme une symphonie.
le premier mouvement. Voilà. Les premières notes vont donner le la. Et ben, c'est exactement la même chose. Et là, je commence dans ma tête à me créer le storyboard de cette femme et qui va évoluer au fur et à mesure de la collection. En même temps, parce que nous sommes en 2017-2018 et que tout créateur doit être conscient de l'aspect commercial des choses pour réussir. C'est fini le couturier dans sa tour d'ivoire, c'est terminé. Il faut être conscient aujourd'hui de la rue. Donc, quand vous êtes votre propre chef, que vous devez gérer votre entreprise, ou même par respect pour les gens qui vous emploient, vous devez penser aussi à l'aspect économique. Et donc, parallèlement, en même temps que je crée ma collection, je me dis combien cette robe va coûter, est-ce que c'est vendable, est-ce que Donc, voilà. tu es Mais devenu je ne cherche jamais à séduire, jamais à séduire une cliente. D'accord. Donc tu es devenu aussi un chef d'entreprise. Tu ne crées pas avant la haute C'est couture. mon choix. Voilà, tout à fait. C'est mon Donc, choix. Tu es aussi un chef d'entreprise. J'essaye. Non. C'est pas toujours facile, mais j'essaye. Alors tu parles de tissus. Ce sont des tissus quand même qui sont très onéreux. Ce sont des tissus précieux. Oui, bien sûr, parce que là, on parle d'excellence, on parle des plus belles soies, des plus beaux cachemires, des gazards, mais bon, mais après, il faut trouver des astuces. Tu ne t'interdis rien dans la haute couture. Il ne faut pas s'interdire quoi que ce soit. La seule chose, c'est qu'il faut être très conscient des problématiques et contourner les problèmes. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné que, par exemple, la matière première peut être un souci. Aujourd'hui, les filateurs n'ont plus les coups des franges comme ils l'avaient à une époque. Donc déjà, trouver des tissus en stock, c'est rarissime. Il y a très peu de compagnies qui le font parce que ça coûte cher. Donc vous êtes obligé de commander souvent des quantités. Donc il faut penser à l'aspect économique parce que l'aspect économique fait que parfois les soies sont plus fragiles qu'avant parce qu'on met moins de fils dans le tissu. C'est moins riche. Donc du coup, quand vous repassez, vous avez des réactions qui sont pas forcément évidentes. Les robes vont se froisser davantage. Elles vont mal passer au pressing. Voilà, donc c'est là où la haute couture est devenue plus compliquée qu'avant à gérer. Parce qu'avant, on avait pléthore de fournisseurs et on avait toutes les facilités. Il y a moins de gaspillage aussi peut-être. Gaspillage. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait utiliser, ce que tu viens de dire, Ouais. énormément de tissus, et puis finalement, on en sélectionnait 2 ou 3. Et aujourd'hui, on est plus rationnel dans ses choix. C'est-à-dire, ouais, non, mais moi je l'ai toujours été. Oui, Donc, toi, oui, mais en général, aujourd'hui, peut-être oui, encore mais plus aujourd'hui. encore aujourd'hui, il y a un gaspillage énorme. Quand j'entends certaines histoires, ça me hérisse les poils, mais vraiment. Alors, je voulais revenir sur quelque chose par rapport à l'utilisation des tissus. Tu es aussi quelqu'un qui mélange les matières. Tu avais fait une collection avec... alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais avec tu sais, les matières pas synthétiques, avec de l'or. Enfin, tu avais fait tout un travail. Alors oui, ça c'est autre chose. Oui, alors oui. Donc, C'est-à-dire, alors ça c'est... Il y a aussi au côté aussi, ce que je veux dire, laboratoire chez toi. Alors, parce qu'on dit toujours que la haute couture est un laboratoire de recherche. Voilà. C'est la vérité, mais aujourd'hui, le prêt-à-porter aussi est un laboratoire de recherche. Donc la haute couture n'est plus ce laboratoire qu'il fut à une époque. Mais en revanche, étant donné que moi je ne m'exprime presque qu'exclusivement par la haute couture, Oui. j'ai une chance, c'est-à-dire que je peux aller plus loin dans le coût. C'est-à-dire que parfois je peux broder davantage ou je peux trouver des techniques qui vont être un peu chères, mais je sais que ça va se vendre. Parce que chaque fois que tu imagines ce genre de processus, tu sais à quelle cliente ça va. Non, tu sais pas. Ça on ne sait jamais. Tu ne sais jamais. On ne sait jamais. Ah bon. Je pensais mais que tu avais une cliente. par j'ai exemple, cru qui- le savoir et en fin de compte c'était Finalement. très présomptueux. non, on ne le sait jamais. Mais ça je vais revenir là-dessus si tu le permets. Bien sûr. Donc par exemple, pour parler de nouvelles techniques, un jour j'ai rencontré des chimistes qui ont fait des coulées d'or C'est ça. Donc je sur parlais. du crêpe. Voilà. Non, c'est-à-dire que j'ai vu des échantillons et je leur dis mais c'est quoi cet or? Ils me disent mais c'est de la feuille d'or coulée, intégrée dans du silicone. C'est ça. Voilà. Et c'est le ça. silicone, on le fait. Alors,
j'ai commencé à regarder, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire comme ci, comme ça, etc. J'ai envie de trouver j'ai envie de faire une robe très pure et de voir l'or couler sur le corps. Je me dis, bon, on va essayer. C'est ça que j'aime avec les gens avec qui je collabore, c'est que c'est jamais non. C'est toujours, bah, pourquoi pas? On va regarder, on va tenter le coup. C'est intéressant, on va tenter le coup. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est des procédés chimiques où il faut mettre des masques, etc. C'est même dangereux pour la santé parfois. Mais je l'ai fait pendant quelques saisons. Ce n'est pas dangereux pour la cliente. C'est pas dangereux pour la cliente. Mais après, on a trouvé d'autres procédés qui n'étaient plus dangereux. Mais au début, parce que j'ai commencé à le faire il y a 8-9 ans. Et on faisait des coulées comme ça d'or 18 carats sur les robes. Donc c'était génial. De se dire qu'en plus, on a une robe dans une soie magnifique et avec de l'or pur qui coule comme une coulée de lave. Donc je peignais comme sur une toile, comme un peintre le fait sur sa toile. Mais voilà, c'est là où j'ai commencé à faire des collaborations qui m'amenaient loin dans le processus de créativité. Alors toi, tu as choisi comme modèle uniquement la haute couture. Tu n'as pas de prêt-à-porter. Alors, je ne m'interdis rien. Parce que aujourd'hui, excuse-moi Stéphane, aujourd'hui les gens pensent que la haute couture, c'est un petit peu l'image de marque et que le prêt-à-porter permet de faire du chiffre. Toi, tu vas à l'encontre de ça. Alors, oui, mais je crois que je suis le seul. Ben oui, c'est pour ça que je te pose la question. Je suis le seul. Mais parce que je le gère comme un vrai business. C'est ça. Si je le gère comme une danseuse, ça va me coûter une blinde et je ferai pas d'argent avec. Bien sûr. Et à partir du moment où on toi, considère... tu dis que la haute couture aujourd'hui est rentable. Écoutez, je paye mes locaux avenue Georges V et les salaires de... Tu emploies combien de personnes? Une trentaine. Une trentaine de personnes. Et les salaires d'une trentaine de personnes en ne faisant que de la haute couture. C'est-à-dire que j'ai pas de sac, pas de chaussures, pas de parfum pour l'instant. Tout à fait. Donc le prêt-à-porter, c'est quelque chose, c'est un que je ne m'interdis pas, mais qui viendra en son temps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pléthore de marques. Trop peut-être. Il y en a énormément. Les gens ne savent même plus. Tout le monde va commander maintenant sur Asos et les choses ont tellement évolué, tellement changé. Si je fais un prêt-à-porter, de toute façon, ce sera forcément un prêt-à-porter de luxe. Et je sais même pas si j'ai véritablement envie d'en faire. Alors justement, il y a une espèce de confusion aujourd'hui qui peut se créer dans la tête des gens entre une certaine haute couture et un prêt-à-porter de luxe. Il y a des gens qui présentent, ça tient plus du prêt-à-porter de luxe que de la haute couture. Tout à fait. Mais alors, bon. Sans rentrer dans... C'est pas une polémique, c'est juste... On va être juste un peu politique. C'est juste un état de fait. Alors, la Fashion Week, haute couture... J'ai calculé 35 marques qui présentent. Ce qui est énorme. Il y a 35 marques, mais il y a plus... Plus sans compter les offres. Voilà, on va dire on est sur 50, 55. Voilà. Avec un petit peu tout et n'importe quoi. Je comprends un jeune créateur qui arrive sur le marché et qui se dit le seul moyen pour moi d'être repéré, c'est de présenter au moment où les journalistes sont là. Oui, quand il présente pendant le prêt-à-porter, c'est pas 50 défilés qu'il y a, c'est 250. Oui. Donc, il va être noyé, personne parlera de lui. Tandis que s'il présente pendant la haute couture, il a peut-être des chances d'être repéré. Oui, alors ça, on parlera de la communication un petit peu après. C'est-à-dire que quand on fait la haute couture, c'est plutôt des rédactrices en chef qui se déplacent, c'est pas le troisième... Mais ils ont l'illusion qu'ils peuvent être repérés. Voilà, donc après, à tort ou à raison, ils ont l'illusion. Voilà. Mais c'est ce qu'ils pensent. Parce qu'on n'a pas le temps. Bien sûr que non. Parce que quand on voit aujourd'hui dans les éditos consacrés à la haute couture, sur 10 marques, c'est 10 grands couturiers. C'est pas 9 et puis après une découverte. Ça peut arriver, mais en général, c'est 10 marques, 10 grands couturiers. Oui, tout à fait. Donc c'est une illusion, quelque part. Mais on ne peut pas interdire aux gens de rêver d'être découverts. Et je pense que s'il y a un vrai talent, il peut être remarqué. Oui, alors, justement... Voilà, à un moment, il faut bien qu'ils trouvent une date pour défiler. Alors, oui, 35 personnes qui présentent en haute couture, 35 pseudo-couturiers ou couturiers. En vraie maison officielle, il y en a 12. 12, voilà, dont tu fais partie. Oui. Donc, il y a Chanel, Dior, toi, Jean-Paul Gaultier, Valentino, non, pas Valentino. Associé, c'est ça? Non, oui, c'est membre invité. C'est un truc à la française. Membre invité. Associé, ouais. C'est pas un truc à la française, cher Rabin. Non, mais vous vous rendez compte ce qu'il est en train de raconter, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'excellence, il y a 12 maisons qui représentent l'excellence. Voilà. Donc c'est bien là. La haute couture, c'est un label parisien. Exclusivement parisien. Plus que français. C'est-à-dire que
une maison à Pétaouchnok ne peut pas signer Tartampion haute couture. Beaucoup utilisent quand même haute couture, Ah, c'est assez mais galvaudé on voit comme... haute coiffure, haute ceci, haute cela, on en voit partout. D'accord. Ils peuvent, Vous normalement, êtes combien ils n'ont pas à le droit. pouvoir prétendre à utiliser cette terminologie de haute couture? 12. 12. 12 parce que nous avons été Donc c'est la adoubés et quintessence, choisis c'est par c'est ministère le de Graal. l'Industrie. C'est le Graal. Yes, my dear. Donc je voulais te poser la question. Donc ces maisons qui sont dans ce calendrier, c'est quoi? C'est fait pour qu'un calendrier existe? C'est quoi? C'est ces maisons, les créateurs viennent 2-3 saisons, disparaissent, reviennent. Ah, ça c'est autre chose. C'est quoi? Parce qu'ils sont invités par la haute couture, donc ça veut dire qu'à un moment donné, Mais là, tu parles des membres officiels ou des membres qui invités, voilà. Parce que Ah moi, non, les membres invités, c'est autre chose. Parce que ce calendrier, si on se confère à ce calendrier, on se dit que la haute couture est en pleine expansion, qu'il y a 50 collections de haute couture à Paris, donc ce qui est quand même énorme. Alors, il y a énormément de créateurs. Il y a énormément de créateurs. Il y a aussi beaucoup de créateurs qui viennent de l'étranger. Énormément. On voit énormément de Libanais aujourd'hui Ouais. signés en haute couture. Ça, Ouais, ça a fleuri. Je connais l'histoire. Voilà, tu pourras en parler. mais c'est intéressant. Hein. Oui. C'est intéressant parce que ça C'était fait une autre bouger. démarche. C'était une autre démarche, une autre démarche. mais qui maintenant est datée. C'est une démarche qui s'était inscrite il y a 10 ans, Oui, tout à fait. qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, Bon, pour moi. voilà. Mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, ils ont été de bons acteurs. Et je pense qu'attention, sur le marché, parce que le marché de la haute couture aujourd'hui, il faut savoir que 80% des clientes viennent du Golfe. Alors justement, en parlant des clientes, Donc, les couturiers, enfin, pseudo-couturiers arabes, aujourd'hui, je prends un nom. Le nom d'un Saoudien qui s'appelle Hachi. Tu le connais sûrement. Voilà. Hachi se débrouille très très bien. Il est installé à Dubaï, il fait un super chiffre. mais il ne vient pas à Paris. Non, mais il va venir. Et il viendra. Tu verras qu'il viendra. Mais Hachi est un Saoudien que j'ai repéré moi-même. Je l'ai vu à Beyrouth, moi. Voilà. Que j'ai repéré et lors d'une télé-réalité que j'ai faite il y a très longtemps. Et je me suis dit, tiens, il faut que ce soit le gagnant. Et aujourd'hui, il a monté sa maison et il vend. Et c'est super bien fait. Mais est-ce qu'il respecte les processus de haute couture? Alors, Parce que oui. une robe. Enfin, dans un sens, c'est-à-dire parce que il y a aussi je pense qu'il ne peut pas faire autrement, parce que les clientes sont habituées. Elles lui disent, attention, ma robe, nobody else will have it. Oui, non, mais je suis d'accord avec Elles toi. lui disent. Mais le coût d'une robe fabriquée en Arabie Saoudite Ouais. ou Elle à n'est pas Beyrouth, fabriquée en Arabie, elle est fabriquée à Dubaï. ou à Dubaï n'est pas le même qu'à Paris. Voilà. Et ça, c'est toute la problématique. Voilà. Parce que souvent, évidemment, vous avez... Donc justement, ces ça clientes. passe du simple au double. Alors, Berger dit que c'est Mais, un art de vivre qui est les mort. clientes le comprennent parce qu'elles Donc, savent, elles sont elles capables de viennent payer. chercher. Bien sûr, parce qu'elles savent que lorsqu'elles viennent à Paris, C'est fait à Paris. elles ont l'image de Paris. Elles ont le D'accord. savoir-faire parisien, même si d'autres designers à l'étranger travaillent très bien. Elles viennent chercher l'excellence parisienne. Et il y a un truc qu'on ne nous enlèvera jamais. C'est the stamp. Voilà. L'empreinte française, l'empreinte parisienne est unique. Pourquoi? Parce que quand vous vivez ici, quand vous êtes empreint de cette culture, et je suis catégorique quand j'en parle parce que je suis un acteur, je vis pleinement je suis né à Paris et j'ai beaucoup vécu à l'étranger, et c'est en revenant à Paris à ma Tu t'es majorité aperçu que j'ai compris ce qu'était l'esprit parisien l'attraction de Paris. et à quel point ça pouvait Alors, orienter la créativité. Il y a un esprit qu'on n'aura jamais. C'est pour ça que vous avez une mode italienne qui est très italienne et une mode parisienne qui est très parisienne. Alors, justement, tu parlais des clientes. C'est qui ces clientes aujourd'hui? Parce que en haute couture, on imagine que 70% des clientes viennent du Golfe. 80, voire plus. Parce que c'est culturel, parce qu'il y a des mariages, parce qu'il y a, il Voilà. y a un cérémonial, qu'il n'y a plus. Mais il y a de nouvelles clientes quand même qui Mais apparaissent. il y a plein de nouvelles clientes. Tu as de nouvelles clientes. Alors, il y a moins de clientes américaines parce que depuis cette crise financière, elles dépensent moins et différemment. Ouais. Elles dépensent moins dans les vêtements. Elles dépensent toujours autant, mais moins dans les vêtements, plus dans les bijoux, dans des valeurs sûres, dans la pierre. Dans l'art. Vous avez une clientèle chinoise qui arrive sur le marché, doucement, parce que Alors, ça a été un peu un miroir aux alouettes. Un petit peu
route. Est-ce que cette clientèle est éduquée? Parce que la haute couture, il y a quand même Elle s'éduque s'éduque. petit à petit. Comme les Russes se sont Et très rapidement. Comme les Russes se sont Comme les éduqués. Russes se sont éduqués. Tout à fait. Et on a vu des clientes russes exceptionnelles et sublimes arriver. Vous savez, les Arabes s'habillent en haute couture depuis tellement longtemps. Oui, c'est traditionnel. C'est traditionnel. Elles aiment le sur-mesure, elles aiment la France, elles aiment Paris, elles aiment les grands noms de la couture française. Elles ont un énorme respect pour ces grands noms. Et donc, il faut savoir que la famille royale en Arabie Saoudite est juste énorme. Il y a une quantité incroyable de princes et de princesses. Au Qatar, c'est la même chose. Dans tout le Golfe, les grandes familles sont très importantes. Il y a énormément de gens, donc énormément de mariages, énormément de naissances, etc. Donc c'est un turnover qui est une vraie industrie quelque part pour le luxe. Et après, vous avez les autres marchés. Alors vous pouvez avoir 2-3 chinoises, certaines qui vont arriver, qui sont un vrai vivier de beauté et d'élégance d'Azerbaïdjan, d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, des femmes très très belles et avec une éducation parfaite. Je suis bluffé par l'éducation. Parce que la plupart ont été Bluffé. étudiées dans les écoles internationales aussi. Elles arrivent avec, ce sont des vraies princesses. Mais même quand elles n'ont pas le titre, je parle du comportement. Tout à fait. Elles ont une espèce de noblesse que je trouve extraordinaire, qu'on a un peu perdu ici. Je parle Oui. à Paris. Donc on est un petit peu, on reste une vitrine malgré tout. On reste une vitrine. C'est une vitrine, mais de temps en temps, c'est bien de regarder ce qui se passe ailleurs Tout à fait. pour corriger un peu. Alors justement, tu parles de clientes qui viennent d'Azerbaïdjan, du Golfe. Le prix d'une robe chez Stéphane Roland, c'est quoi? Alors je sais que c'est tabou, Alors oui, c'est tabou, mais on peut vous à peu savez, près pour qu'on sache, non, parce que mais les gens je l'ai- s'imaginent. oui, mais non, mais ce qu'il c'est faut, intéressant il faut pour pas nous- donner un prix comme ça. Non, mais Il faut évidemment, expliquer le évidemment, prix. et le Voilà. prix est justifié par le travail, par Non, les mais- matières, oui, par mais- voilà. oui, mais bon, il faut comprendre. Mais oui, il faut parce que comprendre. les gens Alors, j'explique. imaginent que le prix d'une robe de haute couture, c'est 5 000 euros, 10 000 euros. Je crois qu'on en est très loin de ça. Non, mais non, c'est le prix en prêt-à-porter, ça, 5 Mais 000 voilà, euros. donc les gens. Vous allez dans une grande marque française ou italienne ou autre, et vous avez des robes du soir à entre 5 et 15 000 euros. Ça, c'est en boutique, donc c'est du Ouais. prêt-à-porter. Ce ne sont pas des pièces uniques, ce sont parfois des séries limitées, mais c'est du prêt-à-porter, de luxe. Bon, la haute couture, c'est une pièce unique qui demande entre 150 et 300, 400 heures de travail à la main. Il faut savoir que quand vous venez, pour comprendre le prix d'une robe, quand vous venez dans une maison, on crée le mannequin à ses mesures. Voilà. Donc c'est un mannequin de bois. Ça représente des heures et des heures. Il y a 1 à 2 ou 3 ouvrières qui vont travailler pendant 1 mois sur la robe. Sur le modèle. Oui. Donc vous calculez le ou les 3 salaires, plus les heures d'atelier, Oui, plus le coût de la matière, oui. plus broderie s'il y a broderie, Plus les essayages. plus les essayages, le temps des essayages, toi, tu voyages plus la livraison. Est-ce que toi tu voyages? Je peux voyager, voilà. mais les voyages sont pris en charge par la cliente généralement. D'accord. Et ensuite, voilà, vous faites l'addition de tout ça et vous calculez votre Ça. marge pour faire vivre la maison. Alors donc une robe à Donc, une robe, en moyenne, est dans les 45 000 euros. 40-45 000 euros. Voilà. Mais c'est justifié. C'est ça que je veux dire. C'est complètement évidemment, justifié. c'est Il y a une complètement vraie justifié. raison, parce que parfois on dit, mais en fait, c'est n'importe quoi. C'est comme etc., les, etc. c'est comme les broderies. Et qui c'est se- une pièce unique. et c'est comme les broderies qui sont fabriquées en Inde et qui peuvent être aussi. Alors, là-dessus, moi, par exemple, je mets je me force et parce que c'est pas aisé de trouver les mains, mais je ne fais broder que par le sage. non, je ne fais broder qu'en France. En France, et la plupart du temps par des nouveaux ateliers, C'est bien ça. pour les aider, pour les lancer. Donc tu es ouvert à de nouvelles choses. Ah, mais au contraire. Quand vous voyez une broderie de silicone, je sais pas si la caméra peut montrer ça après, mais si vous voyez cette silicone or, ce branchage de feuillage, c'est français. C'est un jeune artiste installé à Paris, près de la Bastille, et avec qui je collabore et qui me fait des merveilles. Cette broderie sur les manches en métal est faite par un petit atelier artisan à Paris que j'ai découvert et qui sont des femmes exceptionnelles et qui voilà.
le buisson de pétales d'organza blanc qui est derrière toi est fait par une jeune artiste italienne installée à Paris maintenant et qui a ouvert son petit atelier. Il y a des noms comme ça qui commencent à émerger, comme le Sage a bien ouvert à l'époque. Tout à fait. D'ailleurs, il a bien fallu qu'à un moment, il y ait un début, qu'il y ait un commencement. Alors, je vois que la maison n'arrête pas. Tu as des clientes qui arrivent. Je vais Oui. juste poser une dernière question, Stéphane. Ouais. La haute couture aujourd'hui, tu l'imagines comment dans 10 ans? Étant donné que tout est cyclique, pour moi, il n'y a jamais de mort et il n'y a Oui. toujours que des renaissances. Tout à fait. Restons sur une note très positive et je l'imagine florissante, mais en dehors de ça, je l'imagine toujours En mutation. définitivement, toujours en mutation, mais il y aura toujours des gens sur cette terre pour vouloir une exclusivité. Tout à fait. Et vous savez, quand vous avez la possibilité financière, et vous aurez toujours des riches et des pauvres, faut pas rêver, il y aura toujours des problèmes de classe sociale. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps, et ça continuera à exister. Et à partir de ce principe-là, vous vous rendez compte qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra quelque chose d'exclusif pour lui ou pour elle. Donc, il faudra trouver l'artiste qui va créer cette pièce unique, et la machine va recommencer à tourner. C'est pour ça que c'est immortel. Mais il faut arrêter de penser à la haute couture telle qu'elle a été à une époque. Elle est juste en mutation. Donc, ce qu'a dit Pierre Berger, c'était à moitié vrai, mais Voilà. partiellement C'est vrai parce que la haute couture telle qu'elle était n'existe plus. Tel qu'il l'a connu, Tel qu'il l'a codifié. codifié, parce que la haute couture de l'époque de Worth ou Oui. de l'époque de Paquin, etc., c'était pas celle de Saint-Laurent. Tout à fait. Donc voilà, elle avait déjà bougé et mué. Bah, écoute Stéphane, je te remercie pour ce moment passé dans ta maison. Mais Ou, c'est moi, cher Philippe. Et j'espère que les étudiants seront ravis de ton interview. Voilà. Merci Stéphane. J'espère avoir pu transmettre quelque chose. Merci.